Allô tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est vraiment au cœur de notre économie, mais qui reste un grand mystère pour beaucoup, la création de l'argent. On va lever le voile là-dessus. Bon, pour commencer, une question qui a l'air toute simple. D'où vient l'argent qu'on utilise tous les jours? Si la première idée qui vient en tête, c'est le gouvernement qui l'imprime, attachez-vous bien parce que la réalité est pas mal plus surprenante que ça. Et c'est pas juste nous qui le disons. Écoutez bien cette citation de l'économiste John Kenneth Galbraith. Le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. C'est fou, hein? C'est tellement simple que ça en devient presque difficile à croire. OK, alors mettons les choses au clair tout de suite. Le mythe qu'on entend partout, c'est que les banques sont juste des intermédiaires, mais prennent l'argent des dépôts puis elles le prêtent à d'autres. Mais la réalité, la vraie réalité, c'est que les banques créent de l'argent de toutes pièces à partir de rien chaque fois qu'elles font un prêt. Pour bien saisir comment on en est arrivé là, faut faire un petit voyage dans le temps. On s'en va à Londres, au 17e siècle. C'est là, dans les petites boutiques des orfèvres, que tout a commencé. Pas dans un grand ministère des Finances, non, chez des artisans. Alors, au début, c'était simple. Les marchands laissaient leur or chez les orfèvres pour le garder en sécurité et ils recevaient un reçu. Logique. Puis, tranquillement, les gens ont commencé à s'échanger ces reçus-là directement. C'était plus pratique. Et c'est là que les orfèvres ont eu le flash du siècle. Ils ont réalisé que presque personne ne venait chercher son or en même temps. Alors, pourquoi ne pas émettre plus de reçus sous forme de prêts que la quantité d'or qu'ils avaient vraiment? C'était là le grand pari. Et voilà, c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le système de réserve fractionnaire. D'un coup, il y avait beaucoup plus de papier-monnaie en circulation que d'or physique pour le garantir. On est passé d'une couverture à 100% à une couverture, disons, partielle. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce visage à 180 degrés. L'argent, ce n'était plus une chose physique, comme une pièce d'or. C'est devenu une promesse, une dette de la banque qui se promenait de main en main comme si c'était de l'argent comptant. Bon, assez parlé du passé. Revenons à aujourd'hui. Le principe de base n'a pas vraiment changé. C'est juste qu'avec les ordinateurs et l'argent numérique, c'est encore plus direct. Plus besoin de coffre-fort plein d'or. Imaginons le bilan d'une banque, vraiment simplifié pour qu'on comprenne bien. On a les actifs, ce que la banque possède, et les passifs, ce qu'elle doit. Avant qu'un prêt soit accordé, tout est parfaitement balancé. Et maintenant, le moment magique. Quelqu'un demande un prêt de 100 000 $. La banque ne va pas chercher cet argent dans un autre compte, non. Elle le crée ex nihilo, juste en tapant sur un clavier. Elle ajoute 100 000 à ses actifs, c'est le prêt, et en même temps, elle ajoute 100 000 à ses passifs, c'est le nouveau dépôt dans le compte de la personne qui emprunte. Pouf, 100 000 $ de nouvel argent vient d'apparaître. Cet argent-là créé par une simple écriture, sans un nom, la monnaie scripturale. Et c'est pas un concept abstrait. C'est l'argent qu'on utilise 99% du temps. Quand on fait un virement, quand on paie avec notre carte, c'est de la monnaie scripturale. Encore une fois, ça peut sonner un peu fou, mais c'est la réalité et elle est admise par les plus hautes instances. Graham F. Towers, qui était gouverneur de la Banque du Canada, le dit très clairement, chaque fois qu'une banque fait un prêt, de l'argent entièrement nouveau est créé. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est un cycle. L'argent est créé quand un prêt est accordé. Mais qu'est-ce qui arrive quand ce prêt est remboursé? Eh bien, l'argent est détruit, il disparaît de la circulation. La quantité totale d'argent dans l'économie est donc constamment en train de gonfler et de dégonfler. Là, la question qui tue. Si c'est si facile de créer de l'argent, pourquoi les banques n'en créent pas à l'infini? Qu'est-ce qui les arrête? Bon, heureusement, le système a des garde-fous. Le plus important, c'est la confiance du public. Si on la perd, tout s'écroule. Ensuite, il y a la concurrence, les retraits en argent comptant, les réserves obligatoires à la Banque centrale et des règles assez strictes sur les fonds propres des banques. Tout ça, ça les empêche de prêter de façon démesurée. Cette image illustre bien le concept des fuites. Chaque fois que l'argent sort de la banque, que ce soit par un virement ou un retrait, la banque doit utiliser de la monnaie de la Banque centrale, de l'argent qu'elle ne peut pas créer elle-même. C'est ça qui met un frein à sa capacité de création monétaire. Et quand on regarde les chiffres, c'est là que ça devient vraiment frappant. La monnaie que la Banque centrale crée, les billets et les pièces, c'est même pas 8 % du total. Tout le reste, plus de 92 %, c'est de la monnaie scripturale, créée par les banques commerciales. C'est énorme. Évidemment, un pouvoir aussi immense confié à des institutions privées, ça ne s'est pas fait sans débat, loin de là. Depuis des siècles, ça soulève des questions fondamentales. On a déjà comme Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des États-Unis, qui disait carrément que les banques étaient plus dangereuses pour nos libertés que des armées prêtes au combat. C'est pas rien comme affirmation. Plus près de nous,
L'économiste Maurice Allais, qui a quand même gagné un prix Nobel, a fait une comparaison assez percutante. Pour lui, ce que font les banques, c'est pas si différent de ce que font les faux monnayeurs. La seule différence, c'est qui en profite. Et ce n'est pas juste des critiques de l'extérieur. Écoutez ce que disait Sir Josiah Stamp, un ancien directeur de la Banque d'Angleterre. En gros, donnez aux banquiers le pouvoir de créer l'argent et ils auront assez de pouvoir pour racheter la terre entière. Ça vient de quelqu'un qui était au cœur du système. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Des figures historiques comme Abraham Lincoln pensaient tout le contraire. Pour lui, ce pouvoir de créer la monnaie ne devrait pas être privé. Ça devrait être la prérogative suprême du gouvernement, une opportunité de créer de la richesse pour le bien de tous. Alors, après tout ça, la grande question reste entière. Maintenant qu'on comprend mieux comment l'argent vient au monde, on est obligé de se demander qui devrait vraiment détenir ce pouvoir. Des banques privées? Le gouvernement? C'est une question fondamentale et le débat est loin, très loin d'être terminé.